Touka Daf Mem Aleph. Bonjour, on va essayer de voir aujourd'hui de Hashem les halachot qui concernent les arba kaminim, les cas d'espèces qu'on prend pendant Sukkot, pendant une année de Shemitah. Est-ce qu'il y a des halachot spéciales? Est-ce que ces sortes-là peuvent avoir une kedusha de Shvi'it en ce qui concerne le etrog, le lulav, le hadas, ou pas? Est-ce qu'ils ont des halachot spéciales? Alors on sait que pendant la Shemitah, on doit rendre ifker tout le champ. On n'a pas le droit de garder le champ, de le fermer, de ne pas donner de permission aux gens de rentrer. Tout le champ il devient ifker, tout le monde a le droit de rentrer. Et celui qui ne fait pas ça, ça s'appelle Meshumar. Ces fruits s'appellent Meshumar. Et on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de les vendre, de les utiliser. De manière générale, les pérotes de la Shvi'it, de la Shemitah, ont une glusha spéciale. On n'a pas le droit de les vendre, il faut faire attention à eux, on ne va pas les jeter à la poubelle, il faut les manger avec leur glusha. Alors, on va voir d'abord premièrement le etrog qui est Meshumar, c'est-à-dire quelqu'un qui a gardé son champ, qui n'a pas rendu efker le champ, il a fermé la porte, il n'a pas laissé les gens entrer, et maintenant il a des étroguiers dans son champ. Quelle est la halakha de ces étrogues? La Gemara elle va dire qu'on n'utilisera pas ces étrogues pendant ce code parce que c'est ça ce qu'on appelle Meshumar. Alors, on va retrouver quand même une marloquette entre Rashi et Tosfot au nom de Rabbeinu Tam. Rashi dit que l'étrog lui-même en soi, il n'est pas pasoul. En fait, le problème, c'est parce que nous, on pense que cette personne-là, qui n'a pas rendu efker son champ, alors pourquoi il garde son champ, en fait? Parce qu'il est intéressé de faire du commerce avec les pérotes de la Shemitah, ce qui est interdit, et il a envie de vendre ces étrogim-là, et les étrogim qui ont été vendus sont des étrogim qui, en fait, ils gardent leur doucha, ils n'ont pas le droit d'être vendus, d'être utilisés en tant que commerce, et donc c'est à cause de ça qu'on ne va pas les utiliser. Parce que Rashi, au fait, il pense que les etrogim, tous les fruits qui sont meshumar, on a le droit quand même de les manger. Les chachamim ne nous ont pas interdit de les manger. C'est pas devenu du manger qui n'est pas caché. De les manger, c'est quelque chose qui est permis, mais quand même, on fait attention à ces choses-là parce que c'est une interdiction formelle de faire du commerce avec les pérots de cheville. Par contre, d'après Tosfot au nom de Rabbeinu Tam, le etrog est interdit. Il est pas soul parce que, tout simplement, ce etrog-là, il est interdit de le manger. D'après Tosfot, d'après Rabbeinu Tam, il y a une interdiction spéciale de Chachamim que tout fruit, au fait, qui a été gardé par le Baal Habayit, au lieu de le rendre efker, il a été, les Chachamim l'ont interdit à le consommer. Et si le etrog ne peut pas être consommé, alors il est aussi pas soul pour la mitzvah, comme on l'a vu déjà dans les papiers précédents. Mis à part ça, il faut faire attention à un etrog qui a une ktusha chivit, de ne pas le sortir en route l'arrêt. Il y a plusieurs halachot en ce qui concerne les fruits de la Shemitah. On devra les connaître un petit peu pour ceux qui habitent principalement en Israël, ou bien les fruits qui arrivent d'Israël en route l'arrêt. On n'a pas le droit de sortir les fruits de la Shemitah. Ils ont une ktusha spéciale. On n'a pas le droit de les sortir d'Eretz Israël en route l'arrêt. Et donc, celui qui achète un etrog l'année prochaine, par exemple, où il y aura des etrogs qui ont la ktusha de Shvi'it, il faut faire attention que normalement, on n'achète pas des trogim israéliens, on n'achète pas des trogim en Israël pour les sortir en route l'arrêt. Et les poskim diront quand même que si j'ai l'intention de le ramener en Israël après Sukkot, dans ce cas-là, puisque c'est que quelque chose de provisoire, ça sera quand même permis. Entre parenthèses, est-ce qu'il y aura déjà cette année des trogim de la Shemitah ou pas? Apparemment, oui. Parce qu'il y a une règle générale qui concerne la Shemitah, qui dira comme ça. Quelque chose qui est un légume, on ira en fonction du moment, c'est-à-dire le moment de la Shemitah est fixé d'après le moment où on l'a cueilli. C'est-à-dire si ce légume-là, je l'ai cueilli pendant la Shemitah, après Rosh Hashanah de la Shemitah, il a toute la halachot de la Shemitah, il a la klusha shvi'it, je n'aurai pas le droit de le vendre, je dois le rendre efker, etc. Et si je l'ai cueilli avant la Shemitah, ça n'a pas de klusha shvi'it. Par contre, en ce qui concerne les fruits, on n'ira pas d'après le moment où on l'a cueilli, on ira en fonction du bourgeonnement. S'il a bourgeonné pendant l'année de la Shemitah, à partir de tous les Shvat, c'est à ce moment-là où ce fruit-là, il prendra le statut d'un fruit de Shemitah. Donc, et ça c'est en ce qui concerne les fruits en général. Il y a une exception, c'est justement le etrog qu'on connaît de la mitzvah. Puisqu'il a quelque chose de spécial, le etrog, il a certaines natures comme les légumes, comme on va le voir dans la Gemara, on va pas rentrer dedans. Il sera une exception, dans le etrog, en tout cas, d'après ce qui en sort de la halakha, on aura les chomrot et des légumes et des fruits. Donc, on fera attention. Par exemple, cette année, un etrog qui a poussé toute année pendant la 6e année, il a bourgeonné après tout l'ishvat de maintenant, de cette année, Tafshin Pe'alef. Et par contre,
il a été cueilli que dans 3 semaines, après Rosh Hashanah, de l'année de la Shemitah qui est déjà rentrée. Ce étrog-là, il aura un statut de étrog de Shemitah, en tout cas les Khumra, Midirabanan, il aura un statut d'étrog de Shemitah comme si c'était un légume. Mis à part ça, le étrog de l'année prochaine, qui a poussé l'année prochaine, même si on l'accueille après Rosh Hashanah de l'année prochaine, donc on a fini Tafshin Pebet, qui est l'année de la Shemitah, il a été cueilli au début de l'année de Tafshin Pegimel, et cet étrog-là, puisqu'il a bourgeonné pendant l'année de la Shemitah, aussi il aura un statut d'étrog de Shemitah. Donc en ce qui concerne les étrogs de cette année, apparemment ce serait mieux de les cueillir avant Rosh Hashanah, comme ça on ne rentre pas dans le problème de l'étrog de Shemitah. Les vendeurs pourront les vendre, on pourra les acheter, et on n'aura pas besoin de les garder en tant que étrogim de Shemitah, de ne pas les sortir en route la reste, de ne pas les jeter à la poubelle quand on a fini, etc. Ça, c'est les halakhot qui concernent les étrogs de la Shemitah. Donc en tout cas, ici on a vu les halakhot des étrogim. Et il y a aussi une question intéressante qui est relevée dans les poskim. Quel est le dit dans un cas où j'ai un verger de étrogim, je suis un balabaïd, j'ai un verger de étrogim, et je vis sur l'arbre un étrog magnifique, très très beau, Meouda, que je suis intéressé de le prendre pour moi. Maintenant, le balabaïd, il n'a pas le droit de faire une barrière et de ne pas donner l'accès aux gens à cet arbre. Cet arbre, il doit être esquire pendant l'année de Shemitah, et par contre, lui, il ne veut pas encore le cueillir parce qu'il est intéressé que ce étrog-là, il pousse encore bien, qu'il grandisse encore un peu pour ne pas qu'il pourrisse avant le Chag. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a un moyen de garder ce étrog-là qui est censé être esquire? Alors, il y a deux possibilités dans les poskim. Certains diront qu'il peut peut-être faire un kinyan malgré que le étrog, il est encore sur l'arbre. Donc, il fera une agba, il va soulever le étrog 3 de Fahim. Et d'après certains poskim, certains ne sont pas d'accord avec ça, il y aura un kinyan qui a été fait dans ce étrog-là. Le balabaït, il a le droit de prendre des fruits, comme ce que tout le monde a le droit de prendre des fruits. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de prendre tout pour lui, de prendre toute la récolte et de l'engranger chez lui, de la garder. C'est ça ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais autant que tout le monde, bien sûr, il n'est pas pire que quelqu'un de dehors, qui a le droit de cueillir ce qu'il a besoin pour chez lui. Et de cette manière-là, il a le droit de prendre son propre étrog et de le choisir de cette manière-là. D'après certains poskim, d'autres diront qu'on ne peut pas faire un kinyan quand l'étrog il est encore attaché à l'arbre. Il y a une deuxième possibilité que ramène le shoot Léorot Nathan, de Rav Nathan Geshtetner, qui est niftar il y a quelques années. Il mettra un papier à côté de ce étrog. Il dira que je suis intéressé de cueillir ce étrog plus tard, mais je suis intéressé quand même de le laisser sur l'arbre. Et dans ce cas-là, les autres, s'ils voudront, ils pourront écouter, s'ils sont gentils, ils ne vont pas prendre l'étrog. Et même s'ils voudront le prendre l'étrog, il y a une halakha spéciale qui dira Ani ameaper b'charara. Quand il y a un pauvre, il y a quelqu'un qui est en train de chercher une parnassa, de chercher, de cueillir, par exemple, de quelqu'un qui est un pêcheur de poissons. Il est en train de pêcher des poissons et il a retrouvé un endroit où il y avait pas mal de poissons, un endroit qui était bien. Il y a une halakha qui dira que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de lui attraper sa place, s'il avait sa place habituelle, parce que ça s'appelle un rachat. C'est pas vraiment désigné mononote, parce que c'est pas à lui, les poissons ne lui appartiennent pas encore, mais quand même c'est un rachat, c'est quelque chose de pas bien, de mauvais, de prendre la place de quelqu'un qui a trouvé quelque chose de bien. Donc maintenant on passe au lulav et au dassine, on va finir. Est-ce que le lulav et le hadas, ils ont une possibilité d'être kadosh dans la klusha des chevilles? Est-ce que si j'ai un palmier, je suis obligé de le rendre esquer? Ou si j'ai un hadassier, je sais pas comment on dit, est-ce que je dois ouvrir ma porte et de le rendre esquer ou pas? Est-ce que ça s'appelle des fruits? Ça ne s'appelle pas des fruits. Est-ce qu'il y a là-dessus une klusha de chevilles? Alors dans la Gemara déjà, on va voir une règle générale que dans quelle sorte de fruits et de légumes on doit faire la klusha de chevilles, c'est que dans un cas où un naato ou bioro shavim, c'est-à-dire le profit que j'ai de ce fruit-là et la destruction de ce fruit, ils arrivent ensemble. Comme dans tous les fruits et les légumes, on sait que le profit que j'ai, c'est quand je le mange. La destruction se fait exactement au même moment. C'est que dans ces sortes-là, il y aura une rachat qui dira que c'est que dans ça qu'il y a la klusha de chevilles. Par contre, dans des bois, par exemple, est-ce que si j'ai un arbre qui ne fait pas de fruits, je dois le rendre esquer? Est-ce que les gens ont le droit de me couper les branches de cet arbre pour les utiliser ou pas? Alors la réponse est non. Il n'y a pas de klusha de chevilles sur des bois. Parce que le profit qu'on a des bois, c'est quand on va les brûler. Et la destruction qu'on a que ces bois auront, c'est quand on va les brûler. Et par contre, le profit que j'ai, c'est qu'après qu'ils deviennent des braises, et puisque le profit arrive après la destruction, dans ce cas-là, il n'y aura pas de klusha de chevilles. Maintenant, on revient au lulav. Est-ce que le lulav est considéré comme un fruit ou comme un bois? Alors apparemment, c'est comme un bois, parce qu'on ne le mange pas. Alors, la Gemara, elle va dire quand même,
La Gemara, elle va en fait ramener une braïta que le lulav, il est kadosh. Et la Gemara, elle demande pourquoi il est kadosh. Pourtant, c'est comme un bois. Et la Gemara, elle répond qu'ils avaient l'habitude d'utiliser le bois en tant que balai. Donc, si j'utilise le bois en tant que balai, et donc, en même temps que je profite de ce lulav, j'utilise le lulav en tant que balai, pardon. Donc, le profit et la destruction arrivent au même moment, parce que j'en profite en faisant le balai et je le détruis en même temps. Alors, c'est la raison pour laquelle la Gemara dira que le lulav aussi, il est considéré en ce qui concerne la chevite comme un fruit et pas comme un bois. Et la question qui se pose, c'est aujourd'hui, de notre temps, personne n'utilise les lulavim en tant que balai. Est-ce que à cause de ça, la halakha change ou la halakha ne change pas? Alors effectivement, le Chazon Ish dira que puisque la majorité des lulavim aujourd'hui ne sont pas utilisés du tout pour être des balais, même si on retrouvera en Afrique une certaine famille qui utilise quand même encore des lulavim en tant que balai, mais bien sûr, la majorité des lulavim ne servent pas en tant que balai. Et donc, il dira le Chazon Ish, si c'est comme ça, ils n'ont pas de klushat huit, parce que le profit et la destruction n'arrivent pas ensemble, et ainsi sera la halakha en ce qui concerne les pots. Par exemple, j'ai une orange, j'arrive dans 6 mois, j'ai une orange de la klushat huit, et maintenant je la mange en entier, je la jette pas à la poubelle, et il me reste des pots. Est-ce que ces pots, j'ai le droit de les jeter à la poubelle, en bisayon, ou bien je dois les garder jusqu'à qu'elles pourrissent d'elles-mêmes, comme on fait en général avec les fruits de cheville qui nous restent. Alors, les pots des oranges ou des fruits, les pots qui ne se mangent pas, c'est vrai qu'il dira le Chazon Ish qu'à l'époque, on utilisait ces pots-là pour les jeter, pour les donner aux chiens, pour les donner aux animaux, etc. Et donc, leur profit, la destruction arrivait en même temps et ils avaient une klusha de chevite. Puisque aujourd'hui, dit le Chazon Ish, ces pots-là, elles sont destinées à aller à la poubelle, on ne les utilise plus pour les animaux. Alors, effectivement, ces pots-là n'auront plus de klusha de chevite aujourd'hui. Le Shevet Halevi, le Rav Osner, n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de leur utilisation du lulav et des pots, c'est pas des utilisations qui sont censées nous donner klusha de chevite, mais quand même, puisque de eux-mêmes, c'est-à-dire leur nature n'a pas changé. La peau, elle est encore apte à être donnée à des animaux. Le lulav, il est encore apte à être utilisé en tant que balai. Donc, le lulav lui-même en soi, il n'a pas eu de changement. Et donc, dans ce cas-là, puisque c'est comme ça, il dira le Shevet Halevi que le lulav aussi, il a une klushat huit, et ainsi sera la halakha en fonction, dans les klipotes, dans les pots des fruits, d'après le Rav Osner, ils auront une klushat huit, mais quand même le Chazon Ish est méka là-dessus, et le minag aussi, il est plus ou moins d'être méka là-dessus. Les lulavim, on les vend même si c'est des lulavim de chevite, on va faire du commerce avec, on va les jeter après Sukkot, et on n'est pas recherche sur la klushat huit, et aussi pour la dacine, c'est la même chose.